Donc nous allons entendre Mariem Ndiaye qui va nous parler, donc qui est de l'université de Montréal en sciences politiques et postdoc, et qui va nous parler de la dépénalisation ou de dépénaliser l'avortement au nom de l'égalité. Et nous allons nous transporter au Sénégal. Bien, je remercie au comité d'organisation de me permettre de présenter cette première recherche en fait tirée de mon nouveau projet de recherche CNRS. Donc ça va être ma première présentation là-dessus. Je souhaiterais donc peut-être dans un premier temps, avant de vous parler spécifiquement de la... Pardon. Avant de vous parler spécifiquement donc, de la mobilisation pour la légalisation de l'avortement au Sénégal, recontextualiser donc, ce travail, cette présentation donc, dans le cadre de mon projet plus général. Donc simplement, en quelques mots, ce projet, il porte sur le recours donc, à l'arme du droit en contexte africain, que j'interroge à partir des effets des mobilisations en faveur de la légalisation de l'avortement, donc sur 3 pays, le Sénégal, le Maroc et l'Afrique du Sud. Donc ce qui m'intéresse en fait là, c'est d'analyser plus spécifiquement les effets du recours à l'arme du droit, à la fois sur l'action publique, concrètement est-ce qu'on a ou non légalisation, et puis plus spécifiquement sur la dynamique interne des mobilisations. Alors pourquoi est-ce que la comparaison me semble pertinente ? C'est d'abord parce que sur tout le continent africain, l'avortement constitue clairement un problème de santé publique majeur, mais que les gouvernements ont choisi des options législatives différentes pour répondre à cette question. Et c'est sur la base de ces différentes options législatives que j'ai en fait construit ma comparaison, avec donc le Sénégal qui prohibe totalement la pratique de l'avortement, le Maroc qui a choisi en 2013 de légaliser partiellement l'avortement en l'autorisant en cas de viol et d'inceste, et l'Afrique du Sud donc, qui a pris la décision de légaliser entièrement cette pratique. Donc si j'ai commencé mon travail donc, par le cas du Sénégal, c'est pour des raisons tout à fait pratiques, à savoir que ma thèse qui portait donc, sur les politiques du droit de la famille au Sénégal et au Maroc, donc le Sénégal en a constitué le terrain principal sur lequel j'avais le plus d'accès, sur lequel j'ai fait le plus de recherches de terrain. Et dans le cadre de mon postdoc à Montréal, j'ai poursuivi donc, sur les mobilisations du droit par le mouvement social féminin sénégalais, donc au-delà de la seule question de l'avortement. Et c'était donc l'entrée, on va dire, la plus facile pour commencer ce travail. Et c'est ce que je vais vous présenter là. Donc c'est vraiment une première entrée dans ce projet, une première recherche exploratoire qui se base notamment sur un terrain que j'ai pu effectuer cet hiver, donc en janvier-février 2016. Donc, en guise d'introduction, je voudrais simplement rappeler la place croissante des mobilisations juridiques aujourd'hui en Afrique, qu'on peut constater effectivement dans un pays comme le Sénégal, avec des résultats sur le plan formel qui s'avèrent payants, puisque depuis les années 2000, vous avez eu toute une série de réformes en faveur de l'égalité des sexes, en faveur d'un renforcement des droits des femmes, avec néanmoins cette problématique donc, qui n'a rien de spécifique à l'Afrique, mais qui est marquée, qui reste marquée, c'est la différence bien sûr en termes de résultats selon qu'on s'intéresse à la sphère publique ou la sphère privée. Les militantes donc, que j'ai rencontrées parlant de la sphère privée comme le bastion imprenable donc, au niveau législatif, se référant ici essentiellement à l'impossible réforme du droit de la famille et à l'impossible, pour l'instant, légalisation de l'avortement. Donc cet avortement, il fait débat principalement en raison de la puissance des forces conservatrices et religieuses qui s'y opposent et qui expliquent notamment les réticences des autorités politiques à légiférer. Donc là encore, rien de spécifique au Sénégal et à l'Afrique dans le fait de dire que les forces anti-avortement sont puissantes. C'est quelque chose qu'on retrouve de manière très large ailleurs. Néanmoins, force est de constater que le continent africain est l'un des plus répressifs en termes de législation, ce qui explique pourquoi près de 99% des avortements sur le continent sont pratiqués de manière illégale, y compris dans un pays comme le Sénégal, qui est pourtant une république laïque qui a ratifié les principales conventions relatives aux droits des femmes.
Donc ce qui va m'intéresser ici, c'est d'analyser si et comment est mobilisé le registre de l'égalité et ses effets sur la lutte menée en faveur de la légalisation, donc par les militantes qui portent ce combat, à savoir principalement les femmes juristes, donc de l'association des juristes sénégalaises. Donc je vais d'abord présenter, si vous voulez, le contexte et les conditions de la mobilisation. Ça me paraît un point fondamental pour justement comprendre comment cette mobilisation, en fait, elle se construit dans une logique de dépolitisation et qui va avoir des effets extrêmement importants sur la stratégie adoptée, qui va être une stratégie que j'ai appelée une stratégie par la bande, c'est-à-dire l'idée de combattre pour l'égalité, mais sans jamais y référer nécessairement de manière explicite dans le plaidoyer. Donc, sur ce contexte et ces conditions de mobilisation, donc dans une première partie, je vais rapidement passer sur le constat, sur, on va dire, le panorama, la situation en termes d'avortement au Sénégal, et insister davantage sur les conditions donc, de la mise à l'agenda, si vous voulez, de cette réforme. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres à titre indicatif que j'ai tirés des données donc, du Guttmacher Institute sur l'avortement au Sénégal, donc une pratique qui est légèrement inférieure à celle du reste de la région Afrique de l'Ouest. Mais l'élément sur lequel je voudrais insister, c'est bien sûr le caractère illégal qui conduit à des avortements à risque. 63% des avortements pratiqués sont des avortements à risque. Donc les causes, là je reprends les données, les résultats de la plupart des enquêtes démographiques menées sur le continent. C'est bien sûr le faible recours à la contraception, le décalage entre des normes sociales et juridiques, donc la répression au niveau juridique et des normes sociales qui valorisent le mariage, la fécondité, et des réalités des évolutions sociales, donc en contradiction avec une entrée plus tardive dans le mariage, mais aussi une vie sexuelle plus précoce. Autre facteur intéressant, et là extrêmement mobilisé par les militantes dans leur demande de légalisation de l'avortement, c'est la hausse des violences sexuelles. Donc ça, c'est un élément important. Donc je vous ai mis les chiffres des Nations Unies, une enquête de 2012, donc qui montre l'explosion de ces violences sexuelles, aussi bien viol, inceste dans la société sénégalaise, avec donc 50% des cas de violence en 2012 rapportés à la police qui concernaient des viols. Et ici, les militantes s'en servent dans leur plaidoyer justement pour renverser le stigmate. Les femmes qui avortent sont en général coupables, l'avortement est un délit pénal. Et là, l'idée, c'est de renverser le stigmate, de dire qu'elles sont victimes, que si elles avortent, c'est parce qu'elles sont victimes d'abus sexuels. Donc c'est une manière de toucher l'opinion par rapport à ces cas-là. Mais on voit que malgré l'empathie effective qui peut se développer, les normes juridiques restent par contre complètement en contradiction. Et c'est pour ça que j'ai parlé de double peine en fait pour les femmes, à la fois sur le plan judiciaire et sur le plan sanitaire. Donc sur le plan judiciaire, j'ai simplement mentionné ici les principales dispositions juridiques qui témoignent donc de cette interdiction. L'article 305 du Code pénal que je vous ai reproduit ici, je ne vais pas y revenir dans le détail, mais qui montre donc aussi bien que les médecins, le personnel médical, que les femmes qui font le choix d'avorter, donc sont passibles de sanctions, amendes et peines de prison. Donc on a ces dispositions du Code pénal qui ont été confirmées, si vous voulez, par la loi relative à la santé de la reproduction. Néanmoins, ces dispositions pénales restent peu efficaces pour les cas d'avortement parce que concrètement, on ne dispose pas nécessairement des éléments nécessaires au prononcé de la condamnation dans le cas d'un avortement. Par contre, les conséquences, elles vont être extrêmement marquées pour les femmes qui se rendent coupables du crime d'infanticide. Donc là, les deux sont extrêmement liés parce que quand vous n'arrivez pas à obtenir l'avortement, eh bien, vous avez recours à l'infanticide. Il faut bien voir que c'est un phénomène majeur dans le système judiciaire sénégalais, puisque un quart des affaires qui sont jugées aux assises portent sur des cas d'infanticide, et ça concerne 64% donc des motifs d'incarcération des jeunes filles mineures. Sur le plan sanitaire, je n'insiste pas, bien évidemment, un avortement à risque a des conséquences en termes de mortalité, de décès maternel, donc je vous ai indiqué les chiffres ici.
Donc face à ce bilan, à la fois judiciaire, sanitaire, le ministère de la Santé a commandité un certain nombre d'études et a pris la décision donc de se saisir du problème, mais on va le voir dans une optique vraiment orientée sur la seule question de la santé publique. On va traiter de la légalisation de l'avortement, envisager la légalisation, mais uniquement à partir d'un prisme santé publique. Et ça ressort assez clairement dans l'importance qui est donnée à l'expertise médicale, qui est le premier point que je veux développer ici, et qui a été montré donc dans la construction en fait de la task force, qui est le nom qui a été donné donc à ce comité mis en place par le ministère de la Santé en mai 2013 pour réfléchir à une éventuelle légalisation. Donc comité qui réunit des experts, qu'ils soient médecins, juristes, sociologues et religieux, et également des organisations de femmes militantes, donc pro-avortement. Donc dans cette task force, il est intéressant de voir que l'argumentaire va se focaliser essentiellement sur la dimension, donc l'enjeu santé publique, avec l'idée qu'il faut absolument désamorcer les conflits politiques. Alors ça permet bien évidemment une mise à l'agenda, une publicisation d'un problème qui était jusque-là un tabou social extrêmement marqué. Mais la limite, c'est bien sûr l'invisibilisation finalement des enjeux relatifs au rapport de genre et aux discriminations dont les femmes sont victimes. Alors la politisation, elle n'est pas absente et la volonté justement de faire ressortir ces enjeux liés aux inégalités de genre, elle est portée par les organisations militantes qui font partie de cette task force, dont l'association des femmes juristes sénégalaises sur laquelle j'ai plus particulièrement travaillé. Et elles essayent notamment de connecter les deux enjeux, l'enjeu santé publique avec l'enjeu droit des femmes, reconnaissance des droits des femmes. Pour ce faire, en fait, elles vont se référer principalement aux conventions internationales, rappeler avec force donc les engagements pris par l'État sénégalais, qui a ratifié la CEDEF. Donc je le rappelle, la CEDEF, le comité CEDEF plutôt, recommande d'amender les législations qui font de l'avortement une infraction pénale. Et elles vont surtout se référer au protocole de Maputo, ratifié en 2005, et qui précise dans son article 14, que je vous ai indiqué ici, qu'il faut donc autoriser l'avortement, notamment en cas d'agression sexuelle, de viol ou d'inceste. Et c'est vraiment la ligne, l'argumentaire que vont employer les organisations féministes, avec dans l'idée que finalement c'est peut-être une définition restrictive de l'avortement, mais c'est peut-être la seule qu'elles pourraient espérer obtenir des autorités politiques. Néanmoins, elles n'ont pas, pour porter ces revendications et pour donner tout son poids à cet argument juridique, elles n'ont pas de soutien politique en interne. Donc ça, c'est une différence assez nette avec l'Afrique du Sud et le Maroc, qui sont mes deux autres cas d'études, puisqu'en Afrique du Sud, là, clairement, il y avait un soutien de l'ANC, de Nelson Mandela, donc au moment de la fin de l'apartheid, où le parti de l'ANC s'est véritablement saisi de la question et a considéré qu'il devait lutter donc contre toutes les discriminations, qu'elles soient discriminations de race, de genre ou de classe. Et donc, il y a eu cette connexion véritablement entre combat pour les droits des femmes et combat donc, pour la libération nationale. De même qu'au Maroc, donc, le roi Mohamed VI a joué de sa double casquette de chef de l'État et de commandeur des croyants pour appuyer avec force donc, une réforme, certes à minima, mais qui l'a légitimée comme une réforme compatible donc, avec les préceptes de la religion musulmane. Donc là, ce soutien-là, au niveau politique, il est absent au Sénégal. Et ça explique pourquoi on a une stratégie que j'ai appelée une stratégie de mobilisation par la bande et qui se traduit notamment par une ambiguïté sur le discours, le plaidoyer qui va être mené sur la thématique de l'égalité et qui contraste avec une action de terrain qui, on va le voir, à la fois dans
la stratégie qui est mise en place envers les religieux et ensuite l'investissement de l'arène judiciaire se met clairement au service donc, de la défense de ce principe. Donc sur le discours, l'ambiguïté du discours, finalement le registre de l'égalité, il apparaît très peu dans le discours des militantes, dans tout leur plaidoyer. Et les femmes juristes le justifient, l'assument totalement. Elles disent bien que le défi majeur pour elles, c'est d'obtenir l'acceptation sociale de la réforme et que pour ce faire, on ne peut pas passer par la force, qu'il faut réussir à convaincre un maximum de gens. Et que donc le registre de l'égalité, il doit être réservé, donc c'est un extrait d'entretien, à certaines cibles. Et quand j'ai demandé à ces militantes de me préciser ces cibles, elles m'ont parlé donc des élites intellectuelles, des gouvernants et de certains parlementaires. Donc on voit que c'est un registre qu'on estime utile, efficace seulement donc pour les élites, notamment politiques, mais qu'il faut absolument rallier un plus grand nombre de soutiens et pour cela réduire les objectifs, donc en allant vers une demande de légalisation en cas de viol et d'inceste. Là aussi, grande différence avec l'Afrique du Sud et le Maroc, puisque dans le cas de l'Afrique du Sud, comme je vous l'ai dit, il y avait un soutien de l'ANC et qui a donné une consigne de vote ferme à ses parlementaires, ce qui explique que la loi soit passée avec une large majorité. Et si au Maroc, on était beaucoup plus dans un registre argumentaire autour de la notion de santé publique, on avait par contre, dans les milieux associatifs, dans les milieux artistiques, une revendication portant sur la légalisation de l'avortement pour toutes les femmes, quelles que soient les raisons qu'elles avaient d'avorter. Clairement, c'est une revendication donc, présente au niveau politique en Afrique du Sud, présente au niveau artistique, associatif au Maroc, mais beaucoup plus discrète, voire absente au Sénégal. Je ne donnerai qu'un exemple au niveau artistique. En mars dernier, donc, la réalisatrice Angèle Diabang, donc sénégalaise, qui a réalisé notamment le film que vous avez peut-être vu, Congo, un médecin pour sauver les femmes, est venue présenter son film à Dakar et elle a été interrogée sur la légalisation de l'avortement et elle a répondu qu'elle y était favorable pour les seules femmes ayant subi des violences sexuelles. Donc on voit que même dans les milieux artistiques, on n'a pas d'engagement pour une légalisation pleine et entière. On trouve néanmoins une amorce de dénonciation des violences basées sur le genre quand les militantes s'attaquent à la question de pourquoi l'avortement, pourquoi est-ce qu'on a une hausse des avortements au Sénégal. Et là, clairement, il y a une dénonciation de la violence institutionnalisée, de la violence de genre institutionnalisée, et notamment une critique très forte de l'État sénégalais. Donc les militantes n'hésitent pas à parler de la violence d'État, de la violence basée sur le genre, et on appelle en fait au passage d'un État répressif à un État social qui permette donc la reconnaissance et le respect donc, des droits de la procréation. Il y a également une dénonciation forte de la violence institutionnalisée du corps médical. Les associations de femmes rappellent donc que les médecins ont tendance à se poser comme autorité punitive, à dénoncer les femmes auprès de la police après leur passage dans les centres de santé, donc à se lancer dans de véritables croisades morales à travers des prises de position publiques contre l'avortement. Donc là, il y a une dénonciation ici. Mais cette dénonciation, elle considère qu'elle ne peut porter qu'à condition finalement d'être connectée avec ce qu'elles appellent donc les réalités culturelles finalement du pays. Et là, elle joue véritablement sur deux axes, donc comme je vous l'ai dit, avec les religieux d'une part et dans l'arène judiciaire d'autre part. Donc pourquoi l'insistance sur le dialogue avec les religieux ? Parce que c'est là qu'on a le noyau dur de la contestation. Aussi bien la majorité musulmane que la minorité chrétienne, le refus de toute forme d'avortement, y compris à minima. Il y a néanmoins une possibilité de dialogue qui a été entamée avec les autorités musulmanes, puisqu'au sein des écoles de l'islam sunnite, il y a un débat qui n'est pas réglé sur à partir de quel moment est-ce qu'on considère qu'un fœtus est une âme vivante. Donc là, il y a des différences entre les écoles théologiques et elles s'engouffrent finalement dans cette brèche, les féministes, pour se lancer elles-mêmes, et c'est un fait assez inédit dans les stratégies militantes féministes au Sénégal,
dans l'interprétation des textes religieux. Et de ce point de vue, c'est assez intéressant parce qu'elles vont se rapprocher de ce que font les féministes marocaines, utiliser, se réapproprier le référentiel religieux, à la différence près, et une différence importante, qu'au Maroc, il n'y a pas finalement d'autres référentiels possibles à partir du moment où vous êtes dans une monarchie islamique, alors qu'au Sénégal, on est dans une république laïque, et que c'est un registre qui a été longtemps marginalisé et qui se retrouve aujourd'hui au centre du jeu. Donc ça rejoint tous les débats qu'avait posé notamment la sociologue Fatou Sow sur la question du revivalisme religieux en Afrique subsaharienne. Et enfin, la dernière stratégie dont je voudrais parler, oui, simplement, j'avais dit que ça fait débat entre les militantes, et là, il y a vraiment un gap générationnel dans le fait de mobiliser ou pas le religieux qui divise, et là, vraiment en fonction d'une question de clivage générationnel. Et enfin, le dernier point, c'est l'arène judiciaire, où là, clairement, on va investir cette arène pour montrer que non, on ne veut pas réformer juste pour se conformer aux standards internationaux parce qu'on est des militantes occidentalisées, mais qu'on veut réformer parce que ça concerne des problématiques ancrées et réelles dans le pays. Et ça a été rendu possible par l'action de terrain donc des femmes juristes qui ont mis en place en 2008, donc vous voyez c'est très récent, moins d'une dizaine d'années, des boutiques de droit dans lesquelles elles portent assistance donc aux femmes victimes de violences sexuelles. Donc ça leur permet déjà d'avoir des chiffres, des données à fournir pour justement contester la relativisation des violences sexuelles que tentent de porter notamment les groupes religieux et pour porter ces cas devant la justice. Donc bien sûr, ça permet de reconnaître leur expertise, de poursuivre les agresseurs et au niveau des limites, par contre, on voit que c'est un soutien surtout médical et psychologique parce que quand ça va au judiciaire, on cherche à faire condamner l'agresseur, mais aucune victime, en fait, ne souhaite demander l'IVG parce qu'elle a peur de tomber sous le coup de la loi. Et puis, il y a toujours ce problème de délai entre les procédures judiciaires et l'urgence de leur situation. Donc, en 30 secondes, pour conclure, je voudrais dire voilà, que le choix qui a été fait, c'est celui d'une approche pragmatique fondée sur une dépolitisation des enjeux et la recherche d'un consensus qui est jugé la seule réaliste, finalement. Alors, ça a permis le décloisonnement des mobilisations juridiques et la publicisation de la cause de l'avortement. Pour l'heure, néanmoins, il n'y a eu aucune réforme. Et ça montre, voilà, tout le débat qui oppose militantes de la première et de la deuxième génération. Et aussi leur difficulté à tenir un discours d'ensemble, cette fois sur l'égalité et les politiques des droits des femmes, où là, on voit que c'est variable selon les registres. Et je donnerai pour terminer l'exemple de la dépénalisation de l'homosexualité qui fait rage actuellement au Sénégal. Et là, on voit que ces militantes ne s'engagent pas, elles sont dans un silence total. Par contre, elles vont se mobiliser sur l'avortement. Donc, on leur reproche voilà, leur ambiguïté sur les questions de genre, sur les questions d'égalité. Je vous remercie.